All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous de nouveau. Nous pouvons désormais passer aux déclarations finales des parties et participants. Je rappelle que les observations finales ne peuvent pas être utilisées que pour répondre à des questions qui auraient été soulevées pendant l'audience et non afin de soulever de nouveaux arguments. Au vu des développements, nous allons attendre pendant cette session les observations finales de l'accusation et des représentants légaux des victimes jusqu'à 2h30. Nous attendrons ensuite les observations finales de la défense à 14h et nous allons commencer l'audience concernant la détention immédiatement après. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Good morning, Madam President. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames les juges et à tout le monde dans la salle d'audience. Avec ce que nous avons entendu aujourd'hui de mon confrère, ce qui n'arrive pas souvent dans cette affaire, mais je voudrais le remercier pour ses propos, parce que tout ce qu'il a dit ce matin illustre la raison pour laquelle nous devons aller au procès dans cette affaire. Et nous avons atteint la norme de motif substantiel pour une confirmation. Ce que mon ami a fait aujourd'hui, passer en revue les incidents, essayer de les disséquer, était comme des écritures de clôture après un procès. Dans ces incidents, le premier témoin dit ceci, le deuxième témoin dit cela. C'est généralement ce qu'on fait pendant le procès. Les témoins à charge sont suffisants pour la confirmation des charges. Autre exemple, il a parlé de rapport de police, il a parlé d'une présomption de régularité, vous devrez accepter leur valeur. Au procès, comme nous l'avons dit dans notre mémoire, au procès, nous présenterons des témoignages de témoins qui affirment que très souvent, ces rapports de police étaient falsifiés. En plus, nous disons que pendant cette période, mon confrère dit, dans ce rapport de police, il est dit telle victime avait une arme et nous affirmons que l'arme a été plantée. Ce seront les juges pendant le procès de déterminer la vérité en écoutant les témoins. Il avance également la période pendant laquelle ces rapports ont été produits et Maître Kafam a également parlé de mandats de perquisition qui ont été délivrés. Comment peut-il y avoir un crime s'il y a un mandat de perquisition qui a été émis? Duterte l'a dit très clairement et dans notre présentation, déplaçant ses co-auteurs de Davao à Manille et en les nommant à des hauts postes de responsabilité. Il a nommé le chef de la police et dans le cadre de ses activités, ce chef de la police devait tuer des milliers de personnes. Il n'est aucunement surprenant que les rapports de police ne reflètent pas la réalité. Ce n'est aucunement surprenant que cela puisse se faire lorsque c'est M. Duterte qui a nommé le chef du département de la justice. À un moment, il a parlé du terme neutralisé et nous a dit que ce mot était neutre et devrait être replacé en contexte. Et une fois de plus, M. Jérémy en a parlé dans ses soumissions. Neutraliser voudrait dire tuer. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que nous sommes en mesure de le prouver au-delà de tout doute raisonnable? Ça, c'est une autre question. Et que les motifs substantiels soient clairs ou pas, nous pouvons le faire.
Et je réponds à son argument sur la documentation. Ce n'est pas une spécificité de la présente affaire. Dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, lorsque l'appareil supérieur de l'État est responsable de la commission des crimes, les écritures ne suivent pas. Monsieur Kaufman se rendra compte pour le TPI, pendant les procès, pendant les crimes commis par l'armée, chaque instruction, chaque ordonnance avait des canons respectant les conventions de Genève sur la manière dont il faut traiter les policiers, mais tout cela ne voulait rien dire. Tout cela faisait partie de la couverture que ces gens se construisaient. Je vais passer sur certains de ces points mentionnés hier. Au début, il s'est étendu sur l'article 7.1 et l'incohérence de notre thèse dans notre définition de la population civile dans la présente affaire. Le droit, il est clair. Pour que la norme de l'article 7.1 soit respectée, il faudrait que l'attaque soit dirigée vers toute population civile. Toute population civile signifie qu'il n'y ait pas de considération d'ethnie, de nationalité. C'est une question qui devra être jugée par la Chambre. Nous l'avons énoncé dans notre mémoire, paragraphe 17 à 20, dans le document contenant les charges. Ce n'est pas particulièrement compliqué, ce n'est pas expurgé ou quoi que ce soit. Nous avons dit que tous les criminels présumés aux Philippines font partie de la population civile et c'est eux qui étaient l'objet de cette attaque. C'est un fait. La position des droits de l'homme qui est totalement différente, une question totalement différente est également pertinente. Et ensuite, la considération de lien au sens de l'article 7 et le besoin de savoir s'il est nécessaire pour les victimes que les actes ou crimes jugés contre l'humanité soient dirigés vers la population. C'est une question totalement différente. Nous avons défini ce qu'était la population dans cette affaire. Cela me rappelle qu'il a dit à un moment, oh, ces victimes n'étaient pas nécessairement liées aux drogues. Et dans notre document contenant les charges, il est clairement établi que c'était des trafiquants, des consommateurs de drogue. Les incidents que j'ai passé en revue, en particulier l'accident 3 lors de ma présentation lundi, je l'ai dit clairement que les victimes présumées étaient des présumés voleurs. C'est pourquoi ils ont été assassinés par Duterte. Très rapidement, il s'est plaint ou il a mentionné je vais passer ce point, il n'est pas pertinent. Il a ensuite, hier, émis plusieurs commentaires qui n'étaient pas fondés sur le plan commun. Premièrement, il a dit qu'il n'y avait pas de preuves directes que les co-auteurs se sont rencontrés en personne pour discuter du plan, le plan commun. Au plan légal, il n'est pas nécessaire que cela se fasse. However, factually, what he stated was incorrect. Mais sur le plan des faits, ce qu'il a dit n'était pas juste. Nous avons présenté des éléments de preuve de
telles rencontres et elles sont contenues dans notre mémoire de préconfirmation. Je ne vais pas les passer en revue, mais si vous allez au paragraphe 27, les éléments listés au pied de page 135 de ce paragraphe les énoncent. Je vais revenir maintenant sur le sens du terme neutralisé pour notre affaire. Il est ouvert à l'interprétation dans l'abstrait. Mais mon confrère, en tentant de vous persuader, mesdames les juges, que neutraliser ne voulait rien dire de mortel, a cité des propos du chef de la Rosa, Ronald de la Rosa, qui est un co-auteur, que neutraliser ne signifiait pas tuer. Côte transcription T006, page 31, lignes 2 à 11. Le chef de la police qui a signé le commandement, la circulaire de commandement 16 aurait signé ce document qui dit que neutraliser ne devrait pas être considéré comme se rapportant à une intention criminelle. Mais comme nous l'avons énoncé dans notre mémoire, plusieurs témoins pendant la période où le mis en cause était maire et même pendant la période présidentielle peuvent témoigner que neutraliser signifie tuer. Une fois encore, vous pouvez le retrouver dans notre document, paragraphes 6 et 24. Je vous lirai juste un exemple. Référence la code ERN PHL OTP 000153990 R01 à la page 0011, ligne 345 à 346. Question posée à ce témoin initié. OK. Et les mots éliminer et neutraliser, qu'est-ce qu'ils signifient? Réponse du témoin, tuer. Vous devez tuer. Que ce soit une opération légitime ou que ce ne soit pas une opération de police. Alors, tous ces contournements qui porteraient à croire que nous n'ayons pas rempli le standard pour la confirmation aujourd'hui ne font pas sens. Une fois de plus, mon confrère a parlé aujourd'hui de l'incident 13 qui se rapporte au meurtre du maire Espinosa. Comme nous l'avons montré mardi, je vous ferai repasser cet extrait vidéo une fois. Monsieur Duterte a identifié M. Espinosa comme faisant partie du trafic de drogue et qu'il y avait un ordre de tirer à vue et de le pourchasser. Et M. Espinosa s'est rendu et essayé de présenter le meurtre d'Espinosa dans le cadre d'une cellule on serait en autodéfense plutôt que cette fusillade qui a eu lieu. Le point culminant ici, c'est, comme nous l'avons dit mardi, transcription 5, page 10, ligne 9 à 10, la liste du PRD qui a été présentée. Je pense que dans les présentations de ces deux victimes de l'incident 13, elles ont été neutralisées. Non, le jour où elles allaient en prison ou qu'elles étaient incarcérées, mais le jour, elles ont été neutralisées le jour où elles ont été tuées. Au sens du terme pendant la période de gouvernement de M. Duterte. Comme je l'ai dit depuis le début, nous avons reconnu et nous l'avons dit pendant tous ces discours, M. Duterte et les co-auteurs ont fait référence au terme neutralisé lorsqu'ils tuaient des personnes en autodéfense et ont parsemé certaines références pour des besoins de légalité de la procédure. L'élément de preuve montre
qu'il souhaitait créer une impression de légalité pour donner à ses avocats matière, grain à moudre le moment venu. Et c'est ce qui s'est passé. Maître Kaufman l'a lui-même répété comme une sorte de mantra pour disculper son client. C'est là, nous avons là le cas d'un avocat, l'avocat de Duterte qui essaye de construire une défense au cas où M. Duterte devrait répondre de ses crimes. L'escadron de la mort de Davao a été créé. Il a fonctionné pendant plus de 20 ans avant qu'il ne devienne président. Sa promesse de tuer des milliers était réelle et elle est devenue un fait. Peu importe comment il essaye de reformuler aujourd'hui, des crimes ont été commis. Et il n'est pas inhabituel que des crimes soient commis par des personnes au pouvoir. Monsieur Kaufman, hier, nous a encore prouvé que cette affaire devrait arriver au procès en se référant à des témoins qui auraient des témoignages à décharge. Il a mal cité les témoins en disant que c'était des témoins de l'accusation. Ce ne sont pas des témoins de l'accusation, mais nous nous sommes servis de leurs déclarations dans le cadre de ces procédures qu'il a jugées biaisées. Nous les avons trouvées, nous les avons révélées. Est-ce une manière de dire que cette affaire ne devrait pas arriver à une confirmation? Ces témoins ont fait l'objet d'entretiens au 55.2 et ce qui signifie généralement que lorsque vous avez une interview avec une personne qui a été impliquée dans les crimes, ils diront généralement « je n'ai pas fait ». Est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas aller au procès? Est-ce que cela veut dire que nous ne serons pas à mesure de prouver notre thèse au-delà de tout doute raisonnable? Je vais accélérer un peu parce que je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti. Il a également évoqué un point auquel j'aimerais répondre. Il a demandé pourquoi des crimes font encore l'objet de crimes maintenant aux Philippines. Son client a empêché ces enquêtes lorsqu'il a pensé qu'il pourrait être poursuivi par la Cour en retirant son pays des pays membres de la Cour, pour que la Cour n'ait pas compétence après une certaine période. Le premier jour, le P0004, page 30, ligne 18 à 19, a dit, et je cite, que Duterte a donné le mot et tout le monde le sait. Fin de citation. Le transcription 006, page 7, ligne 5 à 7, il a dit, mon confrère a dit qu'on ne pouvait pas se fier aux propos qui sortaient de la bouche de Duterte. Et je le reprends sur ces termes, nous ne pouvons pas faire confiance aux propos qui sortent de la bouche de Duterte. Plusieurs fois, lundi, 3 fois sous serment, M. Duterte a dit qu'il était à la tête d'un escadron de la mort. Et M. Kaufman dirait donc que son client a commis un parjure puisqu'il a témoigné sous serment. Ce que je voudrais dire clairement ici, c'est que mon confrère a essayé de créer une impression qui n'est pas vraie, que des témoins auraient reçu des promesses d'immunité dans le cadre de cette affaire, ce qui n'est pas vrai. Il est commun de se servir des déclarations de témoins 55.2. Ce n'est pas une garantie d'immunité, mais uniquement une certitude que leur témoignage ne serait pas utilisé contre eux.
Et s'ils mentent pendant leur déclaration face au procureur, ils peuvent être poursuivis. Et maintenant, mon confrère aura suggéré que nous ne pouvons pas mener des entretiens avec les meurtriers directs, sachant que cela était à la base de la pyramide. Cela n'a aucun sens. Et nous sommes ici, dans cette cour, pour poursuivre les plus responsables. Et le plus responsable, c'est son client, le président Duterte. Pas les exécutants sur le terrain. Ils sont responsables, certes, mais ils ne sont pas les plus responsables, contrairement à son client, qui non seulement est responsable, mais ne montre d'aucun remords pour les gestes qu'il a posés. Son client, contrairement à ce qu'il a dit au cours des derniers jours et des dernières heures, a admis de manière répétée avoir commis les crimes pour lesquels nous sommes ici, les meurtres de son propre peuple des Philippins. Excusez-moi, j'ai manqué un point. Il a dit qu'il n'y avait aucun lien entre les incidents et M. Duterte. Mon confrère a également dit que pour aucun de ces incidents, l'ordre direct ne venait de Duterte. Il devrait examiner encore l'incident 1. Je n'ai pas ma diapositive à l'écran, mais dans cet incident, la preuve montre qu'il y a des témoins qui ont entendu M. Duterte par téléphone, qui ont entendu que l'ordre venait de Superman, le pseudonyme de son client. M. Jeremy m'aide à retrouver mes documents. C'est le paragraphe 89 plutôt de notre mémoire. Monsieur Duterte est fier de ses meurtres. Il veut qu'on se rappelle de lui pour ses crimes. Des décennies de meurtres de son propre peuple. Il clame l'avoir fait pour son pays. Il a encore clairement affirmé, peu importe le nombre d'enfants que je dois tuer, je vais nettoyer les Philippines. Je vous ferai jouer un extrait vidéo. Je vais faire jouer environ 2 minutes 30 de cet extrait. Honnêtement, d'après les informations que j'ai reçues, il y aurait apparemment un mandat d'arrêt contre moi. C'est vrai. De la CPI ou quelque chose comme ça. Ces enfoirés me pourchassent depuis un long moment déjà. Peu importe mon péché, j'ai fait tout ce que j'ai fait pendant mon mandat pour que les Philippins aient des vies plus calmes et paisibles. Le problème ici, je ne sais pas s'ils pensent et disent que je suis celui qui Alors voilà, c'est la situation. Disons alors, supposons que tout ce que vous avez entendu est vrai, que tout cela est vrai. Pourquoi ai-je fait cela? Pour moi-même? Pour ma famille? C'était pour vous et vos enfants dans notre pays.
La seule chose que je vous demande, si ceci devrait être mon sort, je l'accepterai sans souci. Il n'y a rien que je puisse faire qu'il m'arrête, qu'il me mette en prison. Mais en attendant, vous devriez contribuer, même si ce n'est que 5 dollars, 10 dollars, pour que lorsque je sortirai de prison, vous érigiez un monument pour moi, à côté de celui de Rizal. Rizal tient dans ses mains un livre, vous voyez. Pour moi, Okay, what do we see there? alors, que voyons-nous là? Essentially, Mr. Duterte's farewell speech. Dans ce qui semblait être le discours de revoir de Duterte. Le 9 mars 2025, quelques jours après qu'il ait été arrêté et remis à La Haye, qu'est-ce que nous voyons? Je vais répéter ce qu'il a dit. Je vais me répéter. Il fait montre d'un mépris total contre la Cour. Et parlant de son péché, entre guillemets, il dit, « Supposons que tout ce que vous avez entendu est vrai, totalement vrai. Pourquoi ai-je fait cela? » Qu'est-ce qui serait totalement vrai? Et c'est évident. Après l'avoir dit, ils disent que c'est moi qui ai... Et la foule acclame. Il sourit. Supposons que c'est moi qui ai tué tous ces gens. La foule s'enflamme et il rit parce qu'il aime cela. Quelle personne innocente dirait, supposons que j'ai commis tous ces crimes, ce serait pour une bonne raison? C'est ce qu'ils aimeraient que vous pensiez. Qu'il ne pense pas ses propos. Il dit qu'il l'a fait, pas pour lui, pas pour sa famille, mais pour le peuple philippin. Et c'est évident l'objet de ses propos. Il parle des meurtres. Une fois de plus, la fin justifie les moyens. Une fois de plus, pour lui, ces meurtres sont un mal nécessaire pour le plus grand bien. Et depuis le début de sa carrière, où il enseigne aux policiers à falsifier des preuves. Dans cette vidéo, il dit « J'irai en prison, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Lorsque je sortirai, contribuer de l'argent pour qu'on érige un monument de moi. » Et il décrit ce à quoi il veut que le monument ressemble. Une statue, pas tenant un livre comme le héros national José Rizal, mais tenant un pistolet. 3 jours avant son transfert et son arrestation, c'est cette image qu'il veut qu'on garde de lui, l'homme au pistolet, cet homme qui a tué son propre peuple. Il est temps pour lui de répondre de ses crimes pour lesquels il se vante. Est-ce que nous pouvons avancer rapidement, James? Je pense avoir encore 3 minutes. Onglet 146.2, un discours du 16 août 2017. Il dit, « Je sais, le jour de ma chute viendra. Je ne serai pas président éternellement. Je sais qu'un jour, ils me demanderont de rendre compte de toutes ces morts. » Fin de citation. Et il avait raison. Il avait raison. Il doit rendre compte de ces morts. Les victimes l'exigent, la justice l'exige, et pour les besoins de la confirmation, la preuve l'exige. Nous l'avons prouvé au standard requis et nous vous demandons, mesdames les juges, de le faire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nichols. Nous avons maintenant passé aux déclarations finales des représentants légaux des victimes. Vous avez la parole jusqu'à 12h30.
Madame Maître Massina. Maître Gilbert Andrés va présenter les arguments en conclusion de cette audience. Merci. Vous avez la parole, Maître Andrés. Madame la Présidente, Mesdames les juges, bonjour. Dans notre déclaration de clôture, les représentants légaux communs des victimes commenceront par réfuter les arguments de la défense. Ensuite, nous planterons le contexte bien plus large, établissant pourquoi la confirmation des charges contre M. Rodrigo Roa Duterte est essentielle pour les victimes, en particulier en relation avec en particulier par rapport à leur communauté et à la nation philippine. Madame la Présidente, en écoutant les arguments de la défense, au fond, hier, j'avais l'impression, moi, d'écouter la parabole de l'éléphant, où ils veulent nous faire voir uniquement certaines parties de l'éléphant, à savoir la trompe, les défenses, les oreilles, la tête, mais pas l'ensemble de l'éléphant. Nous devons regarder au contexte, dans son ensemble. Madame la Présidente, c'est également mon devoir en tant que représentant légal commun des victimes d'exprimer les vues et préoccupations des victimes qui regardent, qui suivent cette procédure. Lorsqu'ils ont entendu la défense faire valoir effectivement que la Chambre devrait ignorer le caractère systématique et généralisé de l'attaque, c'est comme si leurs proches assassinés mouraient une deuxième fois. Cela dit, je vais aborder les arguments de la défense l'un après l'autre dans le cadre de 10 réfutations. Commençons par les discours de M. Duterte. La défense a dit hier que se fonder sur les déclarations de l'ancien président comme moyen de prouver l'intention criminelle est impossible. Je parle ici de transcription d'hier, lignes 5 à 6. Les victimes font valoir que le contexte philippin est vital pour comprendre l'intention criminelle et l'impact des discours de Duterte. Dans le cadre de la Constitution philippine, il est dit que le pouvoir exécutif est investi ou est dévolu au président. Ce que le président déclare publiquement constitue une politique. Et dans le contexte culturel philippin, où il y a un fort respect pour ceux qui occupent des postes au pouvoir, des postes de gouvernement, dans le gouvernement, en particulier le chef de l'État, le chef de gouvernement, les paroles du président doivent être suivies. Il faut y obéir, quel qu'en soit le cas. En particulier pour M. Duterte, il s'est présenté comme étant un homme qui tient parole. Et la défense a même souligné, et le procureur également en a parlé lundi dernier en disant, je cite, la défense a dit, pour le président Rudy, sa parole était sacrée et les gens le savaient. Fin de citation. Transcription du lundi, page 30, ligne 18 à 19. La défense a même dit, et je cite, Rodrigo Duterte était et restera un phénomène unique. Fin de citation. Je vous renvoie à la transcription du lundi dernier, page 30, ligne 14. Monsieur Duterte est et reste effectivement un phénomène unique de par la manière publique et vulgaire dont il utilise les termes, sa façon de déshumaniser les victimes, de sa campagne anti-drogue, sa façon d'excuser les meurtres, de façonner la psyché philippine, des Philippins, pour les amener à accepter sa rhétorique meurtrière, à prédisposer les agences gouvernementales sous sa présidence à suivre ses ordres et sa politique, comme le montre le dossier. Chaque fois que M. Duterte exhorte à commettre le meurtre de consommateurs présumés de drogue, des personnes sont assassinées dans toutes les Philippines. Deuxième point de réfutation, nous contestons
la thèse juridique de la défense avancée dans ses arguments jeudi vis-à-vis du chef 1 qui comporte 9 incidents de meurtre dans la ville de Davao pendant sa mandature de maire. La défense fait valoir concernant le chef 1 que celle-ci aurait été à peine généralisée. Transcription du 26 février, page 6, ligne 23. Nous nous inscrivons fortement en faux. Le caractère généralisé renvoie à l'ampleur de l'attaque. Les cours et tribunaux et les commentateurs l'interprètent par le truchement de plusieurs indicateurs tels que le grand nombre de victimes, les meurtres, déportations, viols et autres actes touchant plusieurs personnes. La portée géographique, les violences ont été commises dans plusieurs villes, régions et sur une vaste portée géographique. La longue durée, les attaques ont été soutenues dans le temps plutôt et ne sont pas des incidents isolés. L'impact sur les populations civiles, l'attaque a affecté la population dans son ensemble, non pas seulement les individus. L'accent est mis sur l'ampleur quantitative. L'attaque a une large portée ou un large effet. Le caractère systématique, d'autre part, renvoie au caractère organisé de l'attaque. Il s'agit de la manière dont les violences ont été commises. Il s'agit ici d'un schéma récurrent ou d'un plan méthodique répété des actes similaires faisant état d'une coordination. La politique organisationnelle ou l'approbation de l'organisation qui implique la participation de l'État ou des structures organisationnelles, l'utilisation des ressources, la logistique, les armes ou les personnels déployés de manière organisée, la régularité ou le schéma récurrent. Il ne s'agit pas d'actes isolés ou spontanés, mais bien structurés. Il y a également un critère qualitatif. L'attaque est menée conformément à un plan, une politique ou à un schéma organisé. Dans l'affaire Ntaganda, la Chambre de première instance a conclu en 2019 que, je vais citer, l'évaluation de la question de savoir si l'attaque est généralisée n'est ni exclusivement quantitative ni géographique, mais doit être appréciée sur la base de tous les faits pertinents de l'affaire. Fin de citation. En fait, dans Ntaganda, la Chambre de première instance a également indiqué, je cite, le terme systématique reflète le caractère organisé des actes de violence et le caractère improbable de leur survenue de manière isolée. Le caractère systématique renvoie à l'existence de schémas récurrents de crimes illustrés par les répétitions non accidentelles d'une conduite similaire sur une base régulière. Donc, au vu de la preuve, la seule conclusion raisonnable est que l'attaque contre ce groupe spécifique de la population, à savoir des personnes perçues comme étant liées aux crimes liés à la drogue, était généralisée et systématique, contrairement aux statistiques présentées par la défense. Il existe des preuves abondantes étayant que des meurtres ont été commis à grande échelle en l'espèce. Troisièmement, s'agissant du taux de mortalité, sur la base du jugement de première instance de 2019 en l'affaire Ntaganda, il ne devrait pas avoir un taux de mortalité n'est pas requis pour pouvoir établir les crimes contre l'humanité de meurtre. Quatrièmement, nous réfutons la thèse juridique de la défense avancée dans leurs arguments jeudi relativement aux éléments constitutifs du chapeau de l'article 7 du statut. La défense fait valoir entre autres que cette politique n'a pas constitué et ne pouvait pas constituer une attaque dirigée contre une population civile clairement identifiable. Et je vous renvoie à la transcription d'hier, page 10, lignes 16 à 17. Nous nous inscrivons en faux, étant donné que les éléments du chapeau de l'article 7 du statut prévoient, je cite, une attaque généralisée et systématique dirigée contre toute population civile. Fin de citation. Comme stipulé dans les éléments de crime, je cite, une attaque dirigée contre une population civile dans ces contextes s'entend comme une ligne de conduite
comportant la commission multiple d'actes visés à l'article 7, paragraphe 1 du statut contre une population civile en application ou en exécution de la politique d'un État ou d'une organisation visant à commettre une telle attaque. Fin de citation. Il est également essentiel de relever que, s'agissant de la prise pour cible d'une catégorie précise de population civile, la Chambre préliminaire 2 a conclu dans la situation en République du Kenya, je cite, « La Chambre prend en compte les informations relatives au statut des victimes, à leur affiliation ethnique ou politique, ainsi qu'aux méthodes utilisées lors des attaques. » Fin de citation. La même chambre préliminaire, dans la situation en République du Kenya, a également conclu, et je cite, « La question de savoir si un acte a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique doit être analysée au cas par cas au regard de chaque acte particulier. L'application de ce principe juridique en l'espèce, en appliquant ce principe en l'espèce, nous faisons valoir qu'il ressort de manière non équivoque de la preuve que les individus ciblés par les opérations anti-drogue de Duterte venaient essentiellement des communautés défavorisées où la mobilité sociale est limitée et les opportunités sont rares. Le même type de personnes au sein des mêmes types de communautés, utilisant le même modus operandi, ont été ciblés par la campagne anti-drogue illicite de M. Duterte. Il s'agit de personnes issues de communautés vulnérables, les pauvres, les marginalisés, en particulier dans les quartiers urbains informels, en proie à des niveaux de pauvreté élevés. Comme nous l'avons démontré mardi dernier, la campagne anti-drogue de Duterte était effectivement une campagne contre les pauvres. En conséquence, le document de notification de charge n'était pas, et je cite, flou ou ne prêtait pas à confusion, comme l'a dit la défense. Transcription d'hier, page 8. Au contraire, il était conforme aux éléments du chapeau tels que visés à l'article 7 du statut. Le DCC, au paragraphe 17, en parle, et je cite, et le qualifie d'attaque généralisée systématique lancée contre une population civile des Philippines. Si le document de notification de charge, paragraphe 20, précise que cette attaque a été lancée contre, je cite, des criminels présumés aux Philippines qui étaient perçus comme étant ou présumés être impliqués dans des crimes liés à la drogue, notamment la production, la vente et la consommation de drogue, et d'autres crimes tels que le vol et le meurtre, cette dernière citation est un sous-ensemble du précédent. Alors, ce libellé du paragraphe 20 est conforme au libellé de la situation en République du Kenya où la violence policière ciblait les membres de gangs présumés comme tels. La défense hier a fait référence à la Cour suprême des Philippines. La défense donc a fait référence aux pétitions contestant la campagne anti-drogue des Philippines. Et je vous renvoie à la transcription d'hier, 26, lignes 10 à 11. Donc, nous sommes familiers de cette requête, moi et M. Boutayan, car nous étions conseil des requérants dans le cadre de cette pétition. Et nous avons plaidé devant la Cour suprême en 2017 sur cette question. La défense a critiqué la manière dont le procureur utilise, je cite, la manière dont l'administration de Duterte a utilisé le rapport de fin d'année de 2017. Cote PHL-OTP 0003-3355, onglet 139 de la Défense.
En particulier, la défense fait valoir que, s'agissant des décès de 3 967 personnalités du milieu de la drogue, la défense fait valoir que ces décès ne sont qu'une fraction des 118 287 arrestations totales pour le compte d'activités liées à la drogue. Et je vous renvoie à la transcription d'hier, page 32, ligne 1. La même Cour suprême, Madame le juge, dont a parlé la défense, a dit, s'agissant des 3 967 personnalités du milieu de la drogue assassinées dans le cadre d'opérations antidrogue menées du 1er juillet 2016 au 27 novembre 2017, la défense dit que ces décès sont révélateurs de la politique de l'État consistant à mener des exécutions extrajudiciaires sous l'administration de Duterte. Comme l'a conclu la Cour suprême dans son avis de résolution en date du 3 avril 2018, page 46, code PHL 0TP 003 3058, onglet 112 de la Défense, page 46, je cite la Cour suprême des Philippines. Outre les soumissions de l'OSG en l'espace, nous dressons constat judiciaire du rapport annuel de l'administration Duterte de 2017 dans les affaires liées aux drogues illicites et au nettoyage interne mené au sein de la police philippine. Tout cela sont présentés comme étant des réalisations. La prochaine phrase est soulignée dans la résolution initiale, à savoir que l'inclusion par le gouvernement de cette dette au nombre de ces réalisations peut amener à conclure qu'il s'agissait là de meurtres cautionnés par l'État. Donc nous trouvons ces chiffres dans la section sur les drogues illicites. Donc voilà ce que je voulais souligner s'agissant de cette résolution. 3 967 personnalités du milieu de la drogue ont été assassinées dans les opérations antidrogue du 1er juillet 2016 au 27 novembre 2017, ainsi que 16 355 cas d'homicide faisant objet d'enquête du 1er juillet 2016 au 27 septembre 2017. La défense fait également référence à la même résolution de la Cour suprême des Philippines. Dans la même résolution, il est dit que rien ne permet d'étayer la prétention selon laquelle les opérations de la police étaient légitimes. Et je cite cette partie de la résolution, de l'avis de résolution de la Cour suprême du 3 avril 2018, onglet 112 de la Défense, page 47, la Cour suprême a conclu, et je dis, outre ces nombres, ces chiffres et ces allégations sans fondement, il n'y a aucune autre preuve venant étayer la prétention de l'OSG quant à la légitimité des opérations policières. Donc le manque de documents et d'informations amène la Cour à croire que la prétention de l'OSG est sans fondement. Donc, il n'y a aucune doctrine étayée par la preuve ne permettent de dire que de simples allégations, ces simples allégations peuvent être étayées. Que je vous envoie à la même résolution.
La résolution a également dit que la PNP ne peut pas invoquer une présomption de régularité s'agissant des décès des opérations de police. For the defense at pages 47 to 48. The Supreme Court held La Cour suprême a conclu et je dis la PNP ne peut pas invoquer une présomption de régularité dans l'exercice des fonctions officielles car les décès ne sont pas censés survenir dans le cadre des opérations policières. Donc, une présomption de régularité dans l'exercice de leurs fonctions doivent être envisagées dans le cadre de l'état de droit ou d'une loi qui leur autorise à mener des actes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. La présomption ne peut pas également prévaloir sur les droits de l'accusé. Donc, tout ceci est mis en exergue dans la décision originale et je vais souligner les parties pertinentes. L'administration de Duterte a indiqué dans son rapport annuel de 2017 que 3967 personnalités du milieu de la drogue sont décédées dans le cadre d'opérations antidrogue du 1er juillet 2016 au 27 novembre 2017 et que 16 355 cas d'homicide ont fait l'objet d'enquêtes. Du 1er juillet 2016 au 27 septembre 2017. Ceci fait au total 20 322 décès intervenus dans le cadre de la guerre antidrogue de l'administration Duterte du 1er juillet 2016 au 27 novembre 2017, soit environ 39,46 décès par jour. La Cour aimerait bien savoir pourquoi ces décès sont intervenus. Comme il est expressément mentionné dans la section « Lutte contre les drogues illicites » du rapport final de l'administration Duterte de 2017. La Constitution philippine de 1987 stipule le droit à la vie. Et donc, en conséquence de ce droit à la vie, il n'y a pas de présomption de régularité lorsqu'une personne meurt dans le cadre d'une opération de police. Mais ici, la présomption est inversée. Donc, il revient à la police de prouver que leurs options s'inscrivaient dans le cadre légitime de la légitime défense. En fait, la règle 15.4 des procédures opérationnelles révisées de la PNP requiert que l'enquête soit faite proprio motu si les décès interviennent lors d'une opération de police. Toutefois, malgré les 3 967 décès dans le cadre de ces opérations, il n'y avait pas d'enquête proprio motu pour tous les 3 967 décès. La défense avance que le manuel de procédure opérationnelle de la police nationale philippine n'était pas pertinent. Et la manière dont le terme neutralisé a été appliqué et interprété dans le cadre de cette circulaire CMC 16-2016 du 1er juillet ne s'inscrit pas dans le cadre temporel de cette Cour. La défense reconnaît que le manuel de procédure de la PNP a été publié en 2021, soit après le cadre temporel qui relève de la compétence de cette Cour et n'est donc pas pertinent en l'espèce. La défense affirme que prétendument l'administration de Duterte est intolérante ou a une tolérance zéro pour les agents de la police corrompue. Transcription d'hier, page 32, ligne 20. Ce n'est pas vrai. Madame la Présidente, l'administration de M. Duterte n'a pas poursuivi au pénal les agents de police
responsable des décès reconnus par le gouvernement, à savoir les décès d'au moins 3 967 personnalités de la drogue décédées dans le cadre d'opérations antidrogue du 1er juillet 2016 au 27 novembre 2017. Le fait incontesté en l'affaire, c'est que les Philippines, il vous reste 5 minutes, maître. Donc, les autorités philippines n'ont enquêté que sur 302 affaires et je vous renvoie à la décision de la présente Chambre relative à l'autorisation en vertu de l'article 18 du statut aux fins de la reprise d'enquête. La Chambre dit qu'elle observe qu'au moment de la demande du procureur, le panel du ministère de la Justice a renvoyé au NBI des enquêtes et une constitution du dossier. 302 cas consistant en 52 cas PNP-IAS ou affaire Nanlaban. Le nombre d'affaires examinées par le panel, 302, est très faible comparé au nombre de meurtres qui seraient survenus dans le contexte des opérations de lutte contre la drogue, ex ipsa locutor. L'administration de M. Duterte n'a pas poursuivi au pénal les agents de police responsables de ces meurtres ou de ces décès. Enfin, la défense n'a pas englobé les allégations faites par Madame Massida, à savoir que le procureur n'a pas retenu la responsabilité pénale en vertu de l'article 28. Son commentaire sur le fait que Duterte n'a pas pris de mesures pour enquêter et poursuivre les auteurs, enquêter sur les auteurs et les poursuivre dans le contexte de ces soumissions, n'est pas un encouragement à commettre les meurtres. Nous ne disons pas que M. Duterte devrait être responsable en vertu de l'article 28 du statut. Nous maintenons qu'il existe des preuves abondantes permettant de confirmer ce mode de responsabilité tel qu'articulé par l'accusation. Nous aimerions insister sur le fait que des meurtres ont été commis à l'encontre des enfants, et ce sur la base des charges retenues contre Duterte, et ces enfants ne constituent pas de simples dommages collatéraux. En conclusion, les victimes font valoir que la défense n'a donc pas suffisamment contesté la théorie juridique et les preuves avancées par le procureur, telles qu'alléguées dans le document de notification de charges et le mémoire de préconfirmation. Les victimes allèguent que le procureur a présenté suffisamment d'éléments de preuve établissant des moyens substantiels de croire que Rodrigo Duterte a commis les crimes reprochés. En conséquence, toutes les charges devraient être confirmées et M. Rodrigo envoyé en procès. Enfin, les victimes devraient être réintégrées dans leur communauté car ils vivent encore dans l'ombre des fausses nouvelles, en proie à la peur et aux menaces de M. Duterte et de ses sympathisants. Il est donc important, Madame la juge, que ces charges soient confirmées à l'encontre de M. Duterte pour que ces victimes sortent de l'ombre des ténèbres et soient transférées à la lumière de la justice, parce qu'au final, les victimes sont également créées à l'image de Dieu et elles estiment également que le Dieu de l'univers est le Dieu de la justice. Madame la Présidente, Mesdames les juges, merci pour votre aimable attention. J'en arrive au terme
des déclarations de clôture des représentants légaux communs des victimes. Plaise à la Chambre. Nous allons maintenant prendre une pause et on va continuer avec les observations finales de la défense à 14 heures. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.